Radio Soupente, la station des rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Araka qui va se poursuivre tout de suite et sans attendre avec notre cher camarade Piquet-Cou qui est à la manœuvre. Oui, alors nous sommes allés visiter l'expo Philippe Guston du musée Picasso. Alors une dimension politique, un engagement social, une peinture puissante et expressionniste, une réflexion artistique permanente. Voici en quelques mots un aperçu de l'œuvre importante de Philippe Guston, découverte au musée Picasso ce vendredi. Autour d'une mise en parallèle de certaines œuvres de Guston avec celles de Picasso qui l'ont marqué, rencontre avec cet artiste américain, figure de l'expressionnisme abstrait de l'école de New York, revenu à la peinture figurative, inspirée des comics qu'il lisait dans sa jeunesse. Alors on va commencer par un texte qui est dans un ancien catalogue d'une exposition Philippe Guston au musée Pompidou dans les années 2000. Voilà, un texte sur ses réflexions et ses réflexions de travail sur la peinture. Très, très, très important. Puis vient un moment où quelque chose prend sur la toile. Quelque chose tient à la surface. Je ne sais pas à quel moment ça se produit. On met simplement de la peinture sur une surface. La plupart du temps, ça ressemble tout bonnement à de la peinture. Et qui ça peut bien amuser de mettre de la peinture sur une surface? On en enlève, on en remet là, on en rajoute sur 30 cm. Puis, on se rapproche de la surface. On commence à ne plus se déplacer que de quelques centimètres, puis de quelques millimètres. Et tout à coup, vient l'instant où la peinture ne ressemble plus à de la peinture. Je ne sais pas pourquoi, il se passe quelque chose de mystérieux. Je crois qu'on fait tous cette expérience, parfois pour certaines parties de la toile. Ça peut arriver un moment où on peint un œil, ou un nez, ou une pomme, peu importe. Ce qui compte, c'est que la peinture disparaisse vraiment. Sinon, ce n'est que de l'artisanat ou à peu près. C'est ce que je veux dire quand je parle de quelque chose qui prend sur la toile. Au moment où ça arrive, on est aspiré par une sorte de rythme. Je ne veux pas parler d'un rythme de danse ni d'action painting. Je veux dire qu'on est aspiré psychiquement et que cette surface commence à acquérir une vie propre. Alors, on est foutu. Si on a de la chance, on a 2 ou 3 heures devant soi. On perd le contrôle, on ne peut rien stabiliser, on a l'impression qu'on vient de créer quelque chose de vivant. Tout ce que je peux vous en dire, c'est l'impression qu'on ressent. J'ai plein d'idées formidables. Un peu de vert par ici, un peu de bleu là, je vais mettre ça là, et je commence à travailler. Puis on quitte l'atelier. C'est comme si on avait des kilos de pierre dans l'estomac, on ne supporte pas de voir ces idées prendre forme sur la toile. Alors les problèmes commencent, l'insatisfaction commence. À ce moment-là, on retourne à l'atelier et on gratte tout, on change tout. Puis vient un moment, si on persévère assez longtemps, où la peinture s'anime, où elle se met à vivre réellement, et il se produit une sorte de libération dans laquelle la pensée ne précède pas l'action. Le temps qui sépare la pensée de l'action semble se contracter. La plupart du temps, ce que je déteste vraiment, pourtant il faut que j'en passe par là pour me préparer, c'est l'horrible sensation d'être en train d'étaler de la peinture. C'est tellement ennuyeux d'étaler la peinture et de se voir en train de le faire. On se prépare en fait pour ces quelques heures pendant lesquelles il existera une sorte de cordon ombilical entre la toile et soi. On le fait, le travail est effectué et ce cordon semble se distendre. Alors on quitte l'atelier et on ne sent plus ce poids dans l'estomac. On se sent bien, on ne se sent plus coupable de rien et on a laissé là-bas quelque chose de vivant. Donc voilà quelques écrits, quelques pensées de Philippe Guston qui a été régulièrement interviewé, qui a beaucoup parlé de son travail, qui a d'ailleurs été professeur. Alors on va revenir un peu sur qui était ce Philippe Guston, qui pour nous n'était pas connu jusqu'à présent. Il est né en 1913, il est né Philippe Gonstein, il est né à Montréal et il est le plus jeune d'une fratrie de 7 enfants, de parents émigrés russes originaires d'Odessa, qui se sont établis au Canada depuis 1905. Donc la famille Gonstein, en 1919, s'installe à Los Angeles et son père se suicide quand Philippe a 10 ans. Il avait cherché un emploi de maréchal ferrant et il trouve un travail de chiffonnier et Philippe Guston découvrira son père pendu dans la véranda. Peu de temps après, c'est un de ses frères qui a les jambes broyées dans un accident et ce sont autant de thèmes qui vont revenir dans ses influences, dans ses inspirations.
En 1926, la mère du jeune Philippe l'inscrit à un cours par correspondance de la Cleveland School of Cartooning. Lui est un grand lecteur de bandes dessinées, il admire particulièrement Crazy Cat, Emmett et Jeff, et il suit les aventures dans la presse quotidienne. En 1927, il intègre la Manual Art High School de Los Angeles et il a pour condisciple Jackson Pollock, qu'il retrouvera plus tard dans sa vie. 1929, Guston et Pollock sont exclus de l'école d'art. Ils ont publié une satire du corps enseignant dans un fanzine scolaire, le Journal de la Liberté. L'année suivante, le peintre Lorser Feitelson, qui permet à Guston d'approfondir sa connaissance de l'art moderne européen, il va lui ouvrir les portes de la collection de Walter et Louise Arenberg, et là il va découvrir un panorama de l'avant-garde internationale. C'est là qu'il voit plusieurs Picasso. Lui continue donc de peindre, il va décider de devenir peintre en voyant une œuvre de Chirico. Et il est très jeune, hein, il est 1930, il a 17 ans. L'année suivante, il réalise des peintures qui vont mettre en scène des lynchages qui sont perpétués par les membres du Ku Klux Klan. La police avait créé ce qu'ils appelaient le Red Squad, dont l'objectif essentiel était d'empêcher toute réunion des syndicats. Lui, à l'époque, travaillait dans une usine et il était impliqué dans une grève et le Ku Klux Klan aida à briser la grève. 1932, à Los Angeles, il assiste à la réalisation de peintures murales par les fresquistes mexicains David Alfaro Siqueiros et José Clemente Orozco. Peu de temps après, il va réaliser une peinture murale à Morelia, au Mexique. Puis en 1935, il a rencontré une jeune femme qui s'appelle Musa, c'est sa compagne, et ils vont s'installer à New York. Et là, il va bénéficier du programme de commande murale qui est lancé par le gouvernement mexicain. Et il va changer de pseudonyme, de Gutstein, il va s'appeler Guston. Il sent la montée de l'antisémitisme et il veut se protéger. Après, il dira qu'il va peut-être se trouver un peu lâche. Enfin bon, il va revenir sur ces décisions, mais il reste avec ce pseudonyme, ce patronyme de Guston. Il va présenter donc il fait plusieurs tableaux, il va continuer à travailler. En 1941, il accepte un poste d'enseignant à l'université d'Iowa City et c'est là qu'il va passer la période de guerre. 1947, à la fin de la guerre, donc il va s'engager dans la voie de l'abstraction, il va rejoindre l'école de New York et d'ailleurs lui insiste en parlant d'école de New York, il ne veut pas qu'on parle d'expressionnisme abstrait, il se dit voilà membre de l'école de New York. Donc entre 1950 et 1960, donc il est donc dans cet art abstrait. Puis petit à petit, il est le dernier représentation parce que Pollock, de Kooning sont décédés, Klein. Et en fait, il va petit à petit commencer à retourner après à la figuration. Il va quitter la ville de New York, il va s'établir à Woodstock pour travailler. Et là, ses premières figures figuratives vont réapparaître. Il va rencontrer dans les années 69 l'écrivain Philippe Roth qui va habiter lui aussi à Woodstock. Philippe Roth a publié Portnoy et son complexe, un livre qui a fait énormément de bruit aux États-Unis et pour quitter cette ambiance new-yorkaise, Philippe Roth est parti habiter à Woodstock et on voit, il loue il y a des cabanes d'atelier, il y a des endroits où ils peuvent travailler. D'ailleurs, on voit ça. Il a une petite fille qui va appeler Musa aussi, qu'on voit évoluer dans cet univers artistique. Et Philippe Roth et Guston on partage des goûts communs, la littérature russe. Cette critique de l'Amérique aussi assez acerbe. Et à partir des années 70, Guston est revenu à la figuration avec un style dont on va reparler après, qui est inspiré aussi par les bandes dessinées qu'il a beaucoup lues. Et là, on verra que ça fait scandale, quoi. Oui, ça fait un peu penser à Robert Crumb. Tout à fait. Ouais. Ouais. Et donc Guston va même faire une série on va voir dans l'exposition de dessins qui représentent Nixon. Oui, Nixon avec des paires de burnes à la place des joues et un sexe à la place du nez. C'est assez. Pour moi, ça m'a réjoui d'une manière
assez insensé. Voilà. Donc il revient à la figuration et il va en 1980, il meurt d'une attaque cardiaque. Il a une attaque cardiaque et il est diminué physiquement, il travaille des petits formats et il va pouvoir bénéficier d'une dernière exposition à San Francisco quelques mois ou quelques semaines avant de mourir, exposition dans laquelle on voit dans ce documentaire sur Arte comment il a lui-même choisi les tableaux. Oui, parce que c'était le commissaire de l'expo qui avait fait un editing, qui avait choisi une série de peintures. Et Guston, avec un pote, le soir, et son pote lui dit, je n'ai pas trouvé le choix du commissaire de l'expo, terrible. Et Guston lui dit, moi non plus. Alors, si on le refaisait nous-mêmes. Alors, la nuit, ils ont refait le choix des peintures à exposer, et le lendemain matin, le commissaire de l'expo, quand il a vu leur choix, a été complètement transporté. Bravo les mecs, j'adopte tout à fait votre plan, et c'est leur choix qui a été exposé. Voilà, et c'était visiblement une très belle exposition. Ouais. Voilà, puis donc il a cette fille qui grandit et qui raconte dans ce documentaire après comment elle va créer une fondation Guston, et elle parle, c'est très chaleureux comme elle parle de son papa, de sa maman. Visiblement c'était un couple unique, qui est resté ensemble. Il a beaucoup représenté aussi sa femme dans ses œuvres, et c'est touchant quand elle dit que des fois le soir elle va dans l'atelier de son papa regarder les objets, et que la maman, en fait, voyant de la lumière, même si elle sait que le mari est décédé, en fait, elle va rejoindre sa fille dans cet atelier, quoi. Ouais, il passe beaucoup de temps à ranger les œuvres, à les dépoussiérer, etc., à les classer. C'est quand même, voilà, il y a eu un travail considérable de fait par sa fille et sa femme pour, si vous voulez, établir le catalogue des œuvres de Guston, qui est énorme. Sont partis le sac au dos par un brumeux matin d'avril. Je voudrais faire un monument à tous les enfants qui ont pleuré le sac au dos, les yeux baissés sur le chagrin. Je voudrais faire un monument. Pas de pierre, pas de béton, ni de bronze qui devient vert sous la morsure aiguë de temps. Un monument de leur souffrance, un monument de leur terreur, aussi de leur étonnement. Voilà le monde parfumé, plein de rires, plein d'oiseaux bleus. Soudain une griffe, d'un coup de feu, un monde neuf sur un corps qui va tomber, grandit une tache de sang. Mais à tous ceux qui sont restés, les pieds d'eau chaude sur leur bureau, en calculant de leur rendement de la guerre qu'ils ont voulu, à tous les gras, tous les cocus qui vont tripotant dans la vie et content leur écu. Tout cela, je dresserai le monument qui leur convient, avec la schlag, avec le fouet, avec mes pieds, avec mes poings, avec les mots qui colleront sous leurs faux plis, sous leurs bajoux, les marques dentelles.
enfant, John Baez. Donc maintenant, on va parler des œuvres qu'on a vues et de son style pictural qui a bougé sans cesse tout au long de sa vie, quoi. Oui, sauf que, personnellement, c'est la dernière partie de son œuvre, celle figurative, avec le Ku Klux Klan et les choses de cet ordre qui m'a complètement bouleversé. Voilà. Parce que, bon, il y a une œuvre, une des premières œuvres de Philippe Guston, c'est une espèce de vierge, de mère à l'enfant. C'est une mère à l'enfant. Mère à l'enfant, voilà. D'une technique époustouflante pour un très très jeune peintre, une technique classique, avec des glacis, des transparences, un fini vraiment bluffant, qui est exactement l'opposé, mais complètement l'opposé du travail qu'il va faire à la fin de sa vie. Voilà. Là, il commence, c'est-à-dire que c'est comme, c'est Dubuffet qui disait ça, il a tenté toute sa vie d'oublier ce qu'il savait en technique pour retrouver un état plus naturel des choses, un état enfantin en fin de compte en création. Et on a l'impression que Guston, c'est exactement ça qui a conduit sa vie. Il est parti d'une peinture classique magnifique, surtout pour un très jeune peintre. Oui, il a 17 ans. Hein. Ouais, voilà, c'est vraiment invraisemblable. Et pour arriver à la fin de sa vie, à avoir tout déconstruit en passant par le figuratif, en passant par l'abstrait, par le figuratif d'abord, mais classique, après l'abstrait. Pour moi, c'est sa période la pire. Et en finir avec un figuratif enfantin, un peu comme les pieds nickelés de la peinture, quoi. Voilà, c'est complètement de traviole, c'est complètement grossier. Et alors, ce qui est très curieux, c'est qu'il y a un de ses potes qui parle de la peinture de Guston, cette peinture-là, en tout cas, du Ku Klux Klan, en disant, mais alors il la compare, si tu veux, à des peintures du Quattrocento, tu vois, il est là, ouais, c'est quasiment, pas Michel-Ange, mais celui qui a fait la Vénus au coquillage, là, enfin, bon, ça m'échappe, mais comme toutes les choses importantes m'échappent. Et voilà. Mais c'est hallucinant d'ailleurs de voir cette réaction d'artistes new-yorkais de cette période qui semble complètement inculte, si vous voulez, de l'histoire de la peinture. Parce que comparer les premières peintures sur le Ku Klux Klan à Giotto ou à Pietro della Francesca. Mais lui était un admirateur de Pietro della Francesca. Mais si vous voulez, sa dernière période, ça n'a rien à voir du tout. Ouais. Enfin, d'une manière figurative, je veux dire, alors peut-être que derrière toute cette espèce de grand cirque, de grand guignol, il y avait leur sensibilité de New-Yorkais qui voyaient des traces des grands peintres du Quattrocento, mais il faut vraiment avoir beaucoup d'imagination pour en arriver à constater, à dire des choses pareilles. Alors c'est vrai qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il est resté toujours critique de cette Amérique, et ça, c'est quand même nous, c'est ce qu'on aime aussi, c'est ce regard, parce que quand il fait cette mère à l'enfant, peu de temps après, il fait un tableau au bombardement où là, il s'inspire un peu de ce qu'a fait de Guernica. Donc c'est ce qu'on voit au musée Picasso, donc c'est la mise en parallèle où à un moment, il s'inspire aussi de gravures de Picasso aussi. Tout à fait. Quand il a fait celle de Nixon, voilà. Toute cette série de dessins à la plume sur Nixon. Ouais. Donc ça reste important. Et après, effectivement, bon, la peinture, sa partie abstraite nous a moins plu, mais les 10 derniers de sa vie, où là, il reprend ces personnages du Ku Klux Klan et que sur des grands formats, ou avec beaucoup d'ironie, où il se représente même lui-même, en fait, en train de peindre. Enfin, et puis ce qui représente beaucoup, c'est quand même ce qui l'a marqué, c'est-à-dire qu'il a été forcément marqué par la découverte des camps de concentration, des camps de la mort. Donc il y a beaucoup de jambes, de chaussures, il y a des chaussures cloutées, enfin des chaussures fer à cheval. Voilà, des chaussures fer à cheval. Donc il y a aussi l'histoire de son papa, de son frère qui a perdu ses jambes. Il reste vraiment ancré dans l'histoire. Enfin. Tout à fait. Et en même temps,
on a cru voir dans une partie de son œuvre une filiation ou une confraternité avec Marian. D'ailleurs, ils se sont connus, ils sont à peu près de la même époque, ils sont tous les deux de confession juive, et ils ont... Alors, Marian, il a subi les horreurs invraisemblables, impensables du génocide des Juifs d'Europe orientale. Il a été fusillé 2 fois. Ouais, c'est un miraculé, Marion. Hein. Ouais, c'est un miraculé. Il a pu s'extraire d'un monceau de mort exécuté en même temps que lui. Et voilà, il en est sorti aussi, il a amputé d'une jambe, avec des trains, enfin, il a été aussi percé de balles. Et il s'en est sorti. Alors que Guston, il n'a jamais été confronté à ces horreurs, sauf intellectuellement. Mais, si vous voulez, tous les deux, ils avaient quand même un point commun, c'est-à-dire leur judéité forcée, puisque c'est pas eux qui ont décidé de leur judéité, mais c'est leurs parents, leurs ancêtres, etc., etc. Et des horreurs dont cette filiation au judaïsme, les a confrontés, l'un physiquement, moralement. Comment on peut se sortir? Il s'en est sorti, je crois, par la peinture. Oui, c'est ça. En fait, il a été après, quand il a survécu, je crois qu'il est parti apprendre la peinture en Israël, et après, il a émigré aux États-Unis, à New York. Et donc, j'ai vu qu'ils avaient été exposés dans des galeries similaires. Je n'ai rien trouvé sur le fait qu'ils se soient rencontrés, mais ce qui est quand on voit leurs œuvres à tous les deux, ces gammes de roses, ces dessins, ces tubes, certaine, enfin on peut pas. Ils ont forcément connu les œuvres de l'un et de l'autre. C'est pas possible autrement. Quoi. Nous, la première fois qu'on a cherché sur Guston ce qu'il faisait, on s'est dit on voit Marian parce qu'on a rencontré Marian, l'œuvre de Marian avant celle de Philippe Guston. Alors l'œuvre de Marian, si vous voulez, par rapport à celle de Guston, il y a un côté festif, il y a un côté gamin, comme on pourrait dire, vous savez, plus beau, enfin voilà, qui voit la vie à travers des images complètement dingo, rigolotes, enfin au premier abord. Alors que Marian, c'est tout le contraire, c'est tout de suite très lourd, très dur, avec des couleurs, avec des cernes noires énormes, etc., etc. Mais enfin, ces 2 œuvres ont une espèce de musique commune, voilà, qui les relie. C'est la musique du désespoir, de l'anéantissement de tout un peuple d'Europe de l'Est, voilà, de Juifs d'Europe de l'Est. Ouais, voilà. C'est là la familiarité. Ils traduisent ça différemment, mais on sent quand même une proximité. Une proximité par le trait, par la gamme chromatique, quoi. C'est vraiment ce qui nous a frappé, quoi. Et donc à la fin, donc Philippe Guston donc a cette crise cardiaque, et la dernière salle, on voit ses œuvres où là il fait carrément des petits formats parce qu'il a plus l'énergie forcément de peindre sur des grands formats. Et donc je pense qu'il se passe ce qu'il racontait dans le texte que j'ai lu, c'est qu'apparemment il fait ces objets comme ça vient directement sur la toile, ces objets qui l'ont habité tout au long de sa vie. Enfin ça arrive. Voilà. Oui, c'est relié à son enfance, c'est relié à sa judéité, c'est relié à l'Amérique du Nord, à New York, à Woodstock, à ses amis, à ses copains de beuverie, etc., etc. Quoi qu'il n'était pas non plus, hein. C'était pas Pollock. Hein. Non, parce que bon, forcément, il passait du temps avec ses amis artistes. Il se retrouvait. Ça paraît normal d'échanger, d'avoir envie surtout quand on vit dans des communautés artistiques comme ça, quoi. Et alors, ce qui est fou, c'est quelles ont été les réactions quand il est repassé au figuratif. Là, il s'est presque fait excommunier du monde de l'art. D'un coup, c'était vraiment... Non, mais le monde de l'art, c'est un monde qui excommunie beaucoup. Ça, c'est pas les surréalistes qui ont inventé ça, parce que ça existe depuis toujours, depuis le Quattrocento, en tout cas, c'est les artistes qui s'excluent pour telle ou telle raison. Et là, vraiment, il est reparti complètement à zéro dans son travail, à zéro dans l'estime des amateurs, etc., etc., où il a tout refait à zéro. Mais c'est ça qui est admirable chez certains grands artistes contemporains, ou pas contemporains, peu importe. Comment dirais-je, ce grand proscrit du Quattrocento, là,
ce grand maître du clair-obscur, Caravage, a été lui aussi complètement proscrit, condamné même à mort, poursuivi dans toute l'Europe pour cette turpitude. Bon, pour Guston, ça s'est mieux passé, mais parce que, quoique il aurait pu lui aussi être victime du Ku Klux Klan, il aurait pu être victime à cause de ses prises de position, de tous les extrémistes fascistes américains, et il y en a beaucoup, on le voit aujourd'hui avec M. Trump, la mort, et ses affidés, quoi. Voilà, c'est pas une nouveauté aux États-Unis, si vous voulez, cette propension au fascisme, voilà. Mais d'ailleurs, je crois qu'il avait exposé des dessins du Ku Klux Klan dans une librairie et que ça avait été vandalisé. Ben, bien sûr, oui. Non, il fallait quand même un certain courage, parce que je pense pas qu'il était inconscient, pas du tout, mais qu'il avait un courage naturel. Pour lui, ça posait pas de question de s'attaquer à ces forces des ténèbres. Voilà, alors, un petit bonhomme comme ça avec ses pinceaux. Qui partait à l'assaut des forces démoniaques du Ku Klux Klan. C'était quand même, voilà, il était quand même, c'est admirable aussi bien, c'est aussi admirable que son travail. Ouais, alors d'ailleurs, il dit, certains pensent que les peintres devraient se taire, mais ce silence condamnerait le peintre à n'être qu'une sorte de singe peignant. Voilà, tout à fait. Non, mais voilà, la formule aussi là, elle est quand même assez sanglante, hein. Des singes peignants, voilà. On a beaucoup de singes peignants dans l'histoire de l'art, hein. Même dans l'histoire de l'art contemporain, on ne va pas vous les citer parce qu'on n'est pas des mauvaises, on n'est pas trop guignols, mais enfin un petit peu quand même. Mais ça pullule, hein, le singe peignant. Alors moi, il y a quand même quelque chose, enfin ça c'est plus dans le contexte actuel, effectivement, donc il s'est mobilisé rapidement contre la montée des fascismes en Europe, aux États-Unis, contre la destruction de Guernica, enfin voilà, donc cet engagement politique par rapport à ce qui se passait. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais toutes ces mobilisations qu'il y a eu depuis tous ces temps, et en fait, quand on voit où on en est aujourd'hui, il y a voilà, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, quoi. Et là, d'un coup, il y a un moment, ça m'a tapé sur la tête, quoi. Ah bah, moi, je suis dans le même état que toi, tu vois, parce que franchement, quand on voit les turpitudes de l'actuel locataire de la Maison Blanche, je veux dire, qui supporte des dictateurs comme Orban, qui supporte des génocidaires comme Netanyahou et sa bande de tueurs, qui aimerait bien être le pote de Poutine, qui fait tout ce qu'il peut pour l'être, mais il est un peu contrarié par l'histoire, qui aussi va serrer la pogne à Xi Jinping, tout ça pour récupérer un petit peu de terre rare. Voilà, c'est quand même l'histoire, c'est un bégaiement éternel, quoi. Ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. On s'était dit en 1945-46. Enfin, on s'était dit, pas moi, j'étais trop petit, mais c'était un nouveau monde. On avait créé l'ONU pour ça. Donc, une exposition, il n'y a pas trop de salles, c'est un format qu'on aime bien. Et nous, quand on est arrivé vendredi matin au musée Picasso, on avait l'impression qu'on était attendu, il n'y avait personne. Non. Mais, alors, un petit plus aussi, comme pour le MAM, le musée Picasso, les gens de ce musée, ils vous accueillent, mais comme si c'était des potes de toujours, ou comme si c'était de la famille. C'est vraiment craquant de gentillesse. Tout à fait. Et c'est pas du tout anodin, parce que, bon, quand on a 20 ans, qu'on peut cavaler, monter les escaliers 4x4, les descendre sur les rampes en glissant, ça va. Mais arrivé à un certain point de la vie, c'est bien d'avoir des gens qui font attention à vous. Allez voir cette exposition, allez au musée Picasso, parlez du musée Picasso. Leurs catalogues sont un peu chers, mais à part ça, il y a des cartes postales magnifiques, pas chères du tout. Et puis, encore une fois, là aussi, si vous allez à la librairie du musée Picasso, les caissières, tout ce personnel est à votre disposition, et là aussi d'une gentillesse extrême. Ouais. Enfin, moi, j'ai de la chance à Montreuil. J'ai trouvé 2 livres dans la bibliothèque Robert Desnos à la mairie de Montreuil, dont Philippe Guston, Paroles d'artiste, avec des illustrations. C'était important de retrouver quelques images. Et puis Philippe Guston, peinture 47-79, donc l'exposition qu'il y avait eu à Beaubourg en 2000. Et voilà, donc il y a sûrement dans vos bibliothèques des livres de Philippe Guston à pouvoir consulter.
De toute façon, on n'est pas déçu du tout d'avoir bougé nos petits popotins pour aller visiter ces... Un autre monde est possible, je l'ai vu de mes yeux vus. Il était debout, paisible, dans la rue. Coude à coude, une foule, hommes et femmes confondus, qui passaient comme une roue de bienvenue. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, je sais qu'ils me ressemblent, ceux qui disent non. Ils viennent de la misère, du chômage et des quartiers, où la vie est à refaire, à rêver. Des boulots plus que précaires, du mépris et de partout, où se nourrit la colère, le dégoût. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, mais sûr qu'ils me ressemblent, ceux qui disent non. Jeunes et vieux, solidaires, virés par les flibustiers, indiens, paysans sans terre, humiliés. Ils ont versé tous les pleurs, maudit toutes les prisons. Dis pourquoi auraient-ils peur et de quoi donc? Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, regarde, ils te ressemblent, ceux qui disent non. Sur le cœur pour étendard, ont le sourire du Tché. Autour du cou des foulards, des kéfiers. La folie qui les habite exige pour les humains la justice et tout de suite et rien de moins. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, regarde, ils nous ressemblent, ceux qui disent non. Peuple d'en bas, fiers de l'être, ils vont tranquilles, sachant qu'un nouveau monde est à naître maintenant. Que les barreaux, les murs infâmes, à force de les cogner, finiront par rendre l'âme, par céder. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, mon Dieu qu'ils nous ressemblent, ceux qui disent non. Mais oui, ils nous ressemblent, ceux qui disent non. Ceux qui disent non, Michel Buller. Les expositions, Éric Dubuc, Nul n'écoute le silence des autres, c'est la galerie Famille Maïnovski jusqu'au 13 décembre, c'est rue de Sévigné, dans le Marais. Être sculptrice à Paris, musée Camille Claudel, c'est à Nogent-sur-Seine jusqu'au 4 janvier. Niki de Saint-Phal, Jean Tinguely, Pontus-Sulten au Grand Palais jusqu'au 4 janvier. Niki de Saint-Phal, du Buffet, Destin croisé à la Fondation du Buffet jusqu'au 13 février 2026. Les Impressions Nabis à la BNF Richelieu jusqu'au 11 janvier. Georges Latour au musée Jacques Marandré jusqu'au 25 janvier. Georges Condo au musée d'art moderne jusqu'au 8 février. Une belle exposition Henri Rivière dans un lieu qui s'appelle Césure, c'est 13 rue de Santeuil vers le métro Sancier-du-Banton. Alors c'est un tiers-lieu dans lequel j'ai découvert une petite salle d'exposition. Il y a quelques lithographies d'Henri Rivière qui sont exposées, c'est gratuit, c'est vraiment, ça vaut le coup si vous passez dans le coin. C'est Henri Rivière, c'est il a représenté la Bretagne avec une ligne claire, enfin c'est toujours agréable. Là, ça s'appelle les heures, la féerie des heures. Une exposition au Petit Palais, Pekka Alonen, c'est un naturaliste finlandais, ce sont des paysages de Finlande, et moi ça m'a bien donné envie quand j'ai vu les visuels. Le culturel de la semaine. Alors le culturel de la semaine, j'ai vu deux films, j'ai vu La petite cuisine de Mehdi en avant-première, ça va sortir début décembre. C'est un film de Amin Hadjina, c'est un film, c'est ce qu'on appelle un feel good movie, c'est un film qui donne la pêche, qui fait rire tout en
tout en étant très très touchant, beaucoup de sensibilité. Ça se passe, alors moi c'est le contexte que j'aime bien parce que justement ça se passe en cuisine. Mehdi est un cuisinier, un bon cuisinier. Il doit travailler dans un petit bouchon lyonnais. Il a une compagne qui travaille avec lui, qui est d'origine française, lui est algérien. Et en fait, on va voir un peu la confrontation des cultures. Lui, il a sa maman et ses sœurs, et la maman veut un peu garder la mainmise sur ce que font ses enfants. Voilà, elle reste dans une culture un peu traditionnelle, et forcément, elle va être bousculée par ce que chacune de ses filles fait dans la vie. Et lui qui n'ose pas présenter sa compagne à sa maman parce qu'elle rêve de le voir épouser justement une jeune Algérienne. Donc voilà, tout ça va se mettre en place avec beaucoup d'humour, beaucoup d'émotions, un jeu d'acteurs exceptionnel. Vraiment, là, il y avait toute l'équipe du film qui était au cinéma vendredi soir, et c'est vraiment un film à voir. Ce réalisateur est algérien, il s'est inspiré un peu de faits réels, de choses qu'il a entendues. Enfin, je trouve que tout est juste dans ce film, quoi. Comment... Oui, mais être cuisinier algérien dans un bouchon lyonnais, c'est quand même exceptionnel. Voilà, c'est exceptionnel. En plus, c'est vraiment un super restaurant. Il fait de la cuisine. Et en fait, dès qu'il y a de la cuisine au cinéma, moi, je me rappelle par exemple du film des Délices de Tokyo, où en fait, on partage des saveurs. Il y a une scène où, alors lui, il va reprocher à sa mère, à un moment donné, de ne pas lui avoir appris la cuisine oranaise. Et par contre, il côtoie une autre femme dans alors là, c'est carrément le petit café chicha dans un autre quartier, où il va, quand il a besoin de reprendre un peu d'énergie, il va rencontrer cette femme qui aura un rôle très particulier dans ce film. Je vais pas raconter par avance. Et en fait, à un moment, elle lui dit, je vais faire du couscous ce dimanche matin. Et lui, il sait pas faire le couscous. Il dit, quoi, tu sais pas faire le couscous? Et donc, elle va l'inviter chez lui un dimanche matin. Et là, elle a préparé une sauce, et on le voit qui goûte la sauce à la louche, et il y a une scène absolument magnifique où on le sent complètement envahi de ses saveurs, et elle le regarde avec plein de tendresse. Enfin, je trouve que des scènes comme ça, de même que le début du film, on voit des légumes qu'on est en train de couper. Moi, ça me réjouit complètement, ces scènes-là, quoi. Voilà. Et j'ai vu un autre film hier soir qui s'appelle Les Braises. C'est un film sur les gilets jaunes. Alors c'est vraiment une fiction. C'est avec Virginie Efira et Harriet von Talter. C'est pareil, c'est très bien joué. Et donc on parle comment dans un couple elle bosse en usine, lui il est chauffeur, il est chef d'une petite entreprise, il est chauffeur routier, il a quelques personnes qui bossent avec lui, comment il tient sa boîte à bout de bras, comment elle dans son usine c'est pareil, on parle des cadences, on parle de plein de choses, comment le mouvement des Gilets jaunes intervient dans sa vie à elle par Facebook, et comment elle va s'investir dans ce mouvement des Gilets jaunes, rencontrer tous ces gens pleins de chaleur humaine, aller sur les ronds-points, comment ça va bousculer leur vie de couple. Ils ont 2 enfants ados, et je trouve que c'est très juste. Voilà, on sent qu'il y a de la documentation sur les Gilets jaunes, comment tout ça va se finir, comment on peut finir en garde à vue, comment on peut se faire masser, comment ça bouscule le couple, comment la place de chacun est à redéfinir, parce que lui galère avec sa boîte, et qu'elle elle continue d'aider dans la maison qu'ils sont en train de reconstruire, de s'occuper de ses enfants, d'aller à l'usine, mais elle a envie de monter manifester à Paris, elle est présente sur les ronds-points. Enfin, c'est vraiment un très très bon film. Et tout de suite, le salut à nos amants. Claude et André de la Nation, Claude et William, le poteau de Brest, la canette. Non, pas la canette, la promenade. Jean-Paul Souvraz, un peintre immense de Schnork ou de Kerbranche, dans la banlieue de Dunkerque. Claudine, une pote à ma camarade Piquet-Cou, qu'on aime avec son compagnon Laurent. Corinne, Anne-Emmanuel et Fredo, un petit trio de poteaux qui font dans l'artistique en toc. Juliette Plante, une immense graveuse, en relégation à Rochefort-sur-Mer. On te fait des gros poutous, Juliette, et on souhaite que tu aies beaucoup d'élèves dans ton petit atelier pour la thune, pour la thune, pour la thune. Sophie Villot-Traix-Brage, une peintre et graveuse versaillaise, une camarade à ma camarade Piquet-Cou. Ouais. Clément, un graveur, le Van Gogh de la taille d'épargne, qui grave sur tout ce qui bouge, un génie du chaos. Agnès Dubart, une graveuse en relégation en Bretagne Sud, après avoir été en Ariège, après être partie de l'île où nous l'avons connue, elle et son œuvre immense de gravure sur bois ou lino.
Thierry Morciau, un graveur belge qui est cher à nos cœurs et à nos yeux et à nos esprits. Voilà, on a découvert son œuvre à une biennale à Saint-Maur-des-Fossés, petite ville bourgeoise du Val-de-Marne. Bon. Alice Amoroso, la plus jeune graveuse de l'univers, mon petit pote, qui est vraiment une espèce de génie de la taille d'épargne ou de la taille douce, ou peu importe toutes les tailles d'ailleurs. Raoul Viloulas, son alter ego en peinture aussi, et en gravure surtout. Colette Jacqueline, deux veuves de peintres magnifiques, donc pour Colette, et Raymond Imbert pour Jacqueline, tous les quatre l'ont glissé. On pense à eux, on les aimait, et on les aimera toujours dans notre tête. Liliane et Laurence, deux écrivaines de polar dont il ne reste plus que Laurence, Liliane ayant tiré sa révérence. Geneviève, une sorcière, notre sorcière bien-aimée, qui elle aussi a pris les chemins de traverse des plaines du Grand Manitou. La Russe flamboyante, une aboyeuse d'une radio Omni qui a 3 émissions le mercredi après-midi consacrées aux enfants et à leur papa et leur maman. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre magnifique de de Bourg-Marlotte. Voilà, on a connu son œuvre sur les 6 mai de la librairie L'Empreinte de Florence Quenu, toujours à Pierre-en-Marlotte. Dominique Paladardouin, une grande galériste, hélas aujourd'hui disparue, mais dont on chérit le souvenir, qui a fait bouger un petit peu le gros cul de l'art parisien. Marie Degnaud, une actuelle et vivante et magnifique, un galeriste qui anime la galerie Kaléidoscope, dont on est des aficionados quand il y a des expos, des nouvelles expos. Antoine Menory de Padam Swing, Padam, il arrive en courant derrière moi. C'est un petit trio de musicos totalement inconnus du monde entier, sauf de ma camarade Piquet-Cou. Et c'est pas mal. C'était un galériste anglais qui me disait « Robert, il suffit qu'une personne connaisse votre travail pour justifier ce mauvais travail. » Anna Silowacka, une peintre polonaise avec un talent remarquable, des sujets qui tiennent au mur, je vous le garantis, qu'on aime beaucoup son style et sa personne. Surtout ma camarade Piquet-Cou qui va au resto le soir avec elle au moins une fois par semaine. Non, tu exagères. C'est une ça. Fois par mois. Ah bon? Oui. Ah oui, il m'avait semblé que c'était beaucoup plus. Ouais, tu sais. L'état-mission est à l'écoute sur notre blog araka.fr. C'est une nouvelle émission, l'état-mission, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et on se finit avec une pause avec Faut vivre de Mélisse Meg. Salut à tous. Salut. Malgré l'écran suet une néance, et pour mieux nous manger enfants, et les silences, et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut pardir, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre.
Malgré l'idéal des jeunes temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera voir jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.